Transmission de patrimoine, questionnaire de connaissance numéro 2, question ouverte, et voici les réponses. Quel est l'ordre des héritiers en l'absence de conjoint survivant et avec le conjoint survivant? Alors les héritiers sont classés par ordre. Il suffit qu'il y ait un présent dans le premier ordre pour que tous les ordres subséquents soient écartés. S'il n'y a personne dans le premier ordre, on regarde le deuxième ordre. S'il n'y a personne ni dans le premier ni dans le deuxième, on regarde le troisième. Et on écarte les autres. Et au sein d'un ordre intervient la règle des degrés. C'est le degré le plus proche qui élimine le degré le plus éloigné, sauf exception. Donc ici, on reste dans les ordres. Mais c'est d'abord l'ordre qui compte. D'ailleurs, je vous invite à chaque fois de faire un arbre généalogique. Quand on s'intéresse aux personnes et qu'on fait de la gestion de patrimoine, qu'on ne fait pas d'arbre généalogique, je m'interroge sur l'exercice du métier. Mais bon. Donc, en l'absence d'un conjoint survivant, eh bien, les premiers ordres, c'est les enfants, les descendants. Donc, enfants ou petits-enfants par le jeu de la représentation. Deuxième ordre. En l'absence d'un conjoint survivant, le deuxième ordre, on va avoir une compétition entre les ascendants privilégiés, père et mère du défunt, et les collatéraux privilégiés, les frères et sœurs du défunt, ou à défaut, les neveux et nièces, par le jeu de la représentation. D'ailleurs, vous voyez, la représentation s'applique en ligne descendante directe et en ligne collatérale privilégiée en faveur des neveux et nièces. S'il n'y a personne dans l'ordre 1 ni dans l'ordre 2, eh bien on garde l'ordre 3 et ce sont les ascendants ordinaires, autres que père et mère. Et ensuite les collatéraux ordinaires jusqu'au 6e degré. Et après, c'est l'État qui encaisse. C'est un peu comme la roulette, le chiffre 0. Toujours gagnant. Et avec le conjoint survivant, l'ordre il change. Premier ordre, les enfants, les petits-enfants et le conjoint. Il n'y a personne dans le premier ordre, on passe au deuxième ordre. Et là, on va voir compétition entre le conjoint et les ascendants privilégiés du défunt, ses pères et mères. Vous vous rendez compte? Est-ce que, quand vous avez des clients qui n'ont pas d'enfants, est-ce qu'ils savent la règle? Est-ce qu'il y a intérêt à ce que les parents héritent au détriment du conjoint survivant? Est-ce que le client est informé? Voilà. Sinon, le troisième ordre, le conjoint survivant, il a vocation à tout recevoir. Alors ça, c'est les ordres des héritiers sans disposition spécifique. Mais, sauf s'il y a des héritiers réservataires qui ont droit à la réserve, bien, on peut faire ce que l'on veut de son patrimoine, par exemple, par donation ou par testament. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, c'est quand aucune disposition n'est prise. Et les héritiers réservataires, on va le voir encore tout à l'heure, sont d'une part les enfants, ou à défaut d'enfants ou de petits-enfants, par représentation, eh bien le conjoint survivant est alors héritier réservataire. Il a droit à sa réserve, qui est de 1/4 du patrimoine. Succession légale, sans disposition. Le défunt laisse un neveu, une nièce et sa mère. Comment réaliser le partage? Donc vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas d'enfant. On n'est pas dans le premier ordre. Et on est sans conjoint.
Donc, il faut regarder l'ordre sans conjoint. Premier ordre, les enfants, ou les petits-enfants par la représentation, il n'y en a pas. Deuxième ordre, on l'a vu précédemment, qu'en l'absence du conjoint, il y a compétition entre les parents du défunt et les frères et sœurs. Ici, il n'y a pas de frères et sœurs, mais il y a des neveux et nièces qui viennent en représentation de leurs parents. Donc ils arrivent en compétition avec le parent du défunt, sa mère. Et on va appliquer la règle du quart. Dans le deuxième ordre, quand il y a une compétition avec les parents du défunt, un quart par parent vivant. Le solde aux autres héritiers. Donc ici, règle du quart, un quart pour la mère, les trois quarts pour les neveux et nièces. La représentation. À qui profite la représentation? Quand s'applique-t-elle? Un enfant renonce. Quelle est la quotité disponible ordinaire? Donc, à qui profite la représentation? En ligne directe descendante du défunt. Donc, les petits-enfants viennent en représentation des enfants. Et en ligne collatérale privilégiée, neveux et nièces. C'est tout. Il n'y a pas d'autre représentation. Quand s'applique-t-elle par rapport aux représentés? Voilà, trois situations. Il y a une succession, je suis le descendant direct, je suis décédé. La représentation s'applique au profit de mes propres enfants. Deuxième cas de figure, c'est je renonce à la succession. J'ai la succession, je suis vivant, mais je renonce à la succession. Et on a vu que la succession n'est pas divisible. On renonce en bloc, d'où l'intérêt des testaments. Et ça profite à mes héritiers, à mes propres enfants. Et le troisième, indigne condamné. Voilà, je passe mon tour parce que j'ai tenté de tuer mes parents. Et j'ai été condamné pour ça d'ailleurs. On passe. Un enfant renonce. Donc quel est l'apport de la loi de 2006? C'est que, avant cette loi, le renonçant était supposé n'avoir jamais existé. Avant 2006, je renonçais, mes propres enfants, ils étaient exclus de la succession. Donc, depuis, je renonce et c'est mes propres enfants qui vont bénéficier de la succession. Donc, le renonçant est représenté. Le défunt avait 2 enfants, l'un renonce, quelle est la quotité disponible? Ordinaire. Là, ça dépend. Si celui qui renonce, il est représenté, il a lui-même des enfants ou pas, par exemple. S'il a des enfants, donc l'enfant est représenté, la quotité disponible, il va être comptabilisé pour le calcul. Donc on va calculer qu'il y avait comme s'il y avait 2 enfants, donc la quotité disponible est de 1/3. Si il n'est pas représenté, il n'a pas de descendant, il n'est pas comptabilisé pour le calcul de la quotité disponible ordinaire. On fait comme s'il n'y avait qu'un enfant. Donc la moitié. La fente. Dans quelle situation se rencontre-t-elle? Alors la fente, ça consiste à faire le partage de la succession entre ligne paternelle et ligne maternelle. Toujours pareil, la fente ne met pas en échec la règle de l'ordre. La règle de l'ordre, elle est immuable. Sans conjoint, avec conjoint. Mais au même titre que la représentation, la fente met en échec la règle des degrés. La règle des degrés, le principe est que, au sein d'un ordre, c'est le degré le plus proche. Donc on verra ce que c'est que le degré, c'est le lien du sang le plus proche du défunt, qui élimine les degrés les plus éloignés. Sauf exception, la fente. Voilà. Et la fente,
elle va s'appliquer en l'absence de conjoint, en l'absence de descendant, en l'absence de collatéral privilégié, donc tante, nièce, neveu et nièce. Donc c'est assez rare, mais dans ces situations-là, on va considérer ligne paternelle du défunt, ligne maternelle, et on va couper la succession en 2 parts égales. Et si j'ai un héritier au 6e degré dans la ligne paternelle et un héritier au 4e degré dans l'autre ligne, ils vont recevoir la même chose. Enfant adopté, quelle différence entre adoption plénière et adoption simple? Et quelle est la situation de l'adopté simple au plan civil et au plan fiscal? Alors, la différence entre adoption plénière et adoption simple, c'est que pour l'adoption plénière, l'adopté entre dans la famille de l'adoptant et cesse tout lien avec la famille d'origine. Alors que l'adoption simple, il mange aux 2 râteliers. Le lien n'est pas coupé. Quelle est la situation de l'adopté simple au plan civil et au plan fiscal, droit de mutation à titre gratuit? Alors, l'adoption simple au plan civil, il n'a pas la qualité d'héritier réservataire vis-à-vis des ascendants de l'adoptant. J'adopte un enfant, bien, mes parents n'ont rien demandé, et à ce moment-là, ils ne viendront pas éventuellement manger sur la réserve héréditaire avec la représentation. Au plan fiscal, mais ils vont recevoir, sinon ils deviennent réservataires, au même titre que mes autres enfants. Simplement, pas à l'égard de mes propres parents. Et au plan fiscal, je vais avoir une taxation en ligne directe seulement si l'enfant est celui du conjoint. Voilà. J'adopte l'enfant de mon conjoint. À ce moment-là, oui, le principe, c'est en ligne directe. Et si l'adopté n'est pas l'enfant du conjoint, dans certaines conditions, si j'ai apporté des secours et des soins pendant un certain nombre d'années, je peux éventuellement revendiquer une taxation en ligne directe, mais ce n'est pas gagné. La réserve héréditaire, qui sont les héritiers réservataires et à combien s'élève la réserve? Bien, la réserve revient aux enfants. Ce sont les descendants au 1er degré du défunt qui sont les héritiers réservataires. Ils reçoivent une part de la succession dont on ne peut pas leur priver. Ils peuvent y renoncer, mais on ne peut pas les en priver. Et le montant de cette réserve dépend du nombre d'enfants, d'héritiers réservataires. Alors, on part du calcul de la quotité disponible ordinaire pour aboutir à la réserve héréditaire. Si j'ai un enfant, je rajoute 1. 1 et 1, 2. 1 sur 2, la moitié. La quotité disponible ordinaire est de la moitié, la réserve est de la moitié. J'ai 2 enfants, 2 et 1, 3, 1 tiers. 1 tiers de quotité disponible ordinaire, 2 tiers de réserve héréditaire. Et j'ai 3 enfants et plus, 3 et 1, 4, 1 quart de quotité disponible ordinaire, 3 quarts de réserve. Et s'il n'y a pas de descendant, eh bien, c'est le conjoint survivant qui devient héritier réservataire pour 1 quart en pleine propriété. Droit de retour légal des ascendants privilégiés et droit de retour légal des collatéraux privilégiés. Quelle différence? Alors la différence, c'est que les situations familiales ne sont pas les mêmes. Le droit de retour légal des ascendants privilégiés, j'ai
absence de descendants et présence de conjoints survivants. Les ascendants privilégiés ne peuvent pas être privés de leur droit de retour. Donc, je donne un bien à mes enfants. Si l'enfant décède, eh bien le bien me revient. Voilà. Et le montant, c'est la totalité des biens donnés, mais dans la limite de la moitié, s'il y a 2 parents, ou du 1/4, s'il y a un parent, de la succession. Et le droit de retour s'exerce en nature. Et s'il ne peut pas s'exercer en nature, eh bien il s'exerce en valeur. Et quand le bien me revient, puisque j'ai donné, l'enfant est prédécédé, eh bien il n'y a pas de droit de mutation à titre gratuit à payer. Le droit de retour des collatéraux privilégiés. Ici, situation familiale, il n'y a plus les parents. Sinon, s'il y avait les parents qui avaient donné, il y aurait le droit de retour des ascendants privilégiés. Donc ici, les parents sont décédés. J'ai donné, ils m'ont donné à Henri, voilà. Je suis marié et j'ai des frères et sœurs. Et ce bien-là avait appartenu à mes grands-parents. Donc mes parents l'ont reçu, ils sont décédés et je les reçois. Eh bien, à ce moment-là, j'ai un droit de retour sur les biens de famille au profit de mes frères et sœurs, voire au profit de mes neveux et nièces. Et c'est en nature, uniquement. Ça veut dire que si le bien n'existe plus au moment du décès de mes parents, je n'ai pas ici à rendre à mes frères et sœurs. J'ai reçu une entreprise de mes parents qui avaient eux-mêmes reçu de leurs parents. Je dois à mes frères et sœurs une partie des biens de l'entreprise. Sauf si j'ai vendu l'entreprise, éventuellement, avant le décès de mes parents. Puisqu'à ce moment-là, elle n'existe plus l'entreprise, et comme le droit de retour des collatéraux privilégiés s'exerce en nature, il n'y a pas lieu d'être. Et au plan fiscal, c'est très pénalisant, parce que les droits de mutation à titre gratuit sont dus par les frères et sœurs. On a eu une première taxation, moi, quand j'ai reçu le bien, et quand je vais devoir donner à mes frères et sœurs, ils seront taxés au droit de mutation à titre gratuit avec le tarif entre frères et sœurs. Catastrophe. Donc bien souvent, il va falloir vendre l'entreprise pour payer les droits. Plus, vous avez compris, les dissensions familiales. Droit du conjoint survivant. À combien s'élève-t-il sans disposition ou avec une donation entre époux? Donc, sans disposition, on a l'application des droits légaux du conjoint survivant. Et ces droits légaux varient en fonction que les enfants sont tous issus ou non du même lit. Si les enfants sont tous issus du même lit, les droits légaux sont de 1/4 en pleine propriété ou 100% en usufruit, au choix du conjoint. Si un enfant n'est pas issu du même lit, l'enfant de lit précédent, eh bien à ce moment-là, le conjoint survivant ne peut pas choisir l'option en usufruit. Il ne peut que recevoir 1/4 en pleine propriété. Ce qui peut poser des difficultés si ce quart en pleine propriété cette quotité disponible a été épuisée par des donations que j'ai pu faire préalablement à mes enfants. Quelquefois, le conjoint a vocation à ne rien recevoir. Maintenant, avec une donation entre époux, on va octroyer au conjoint survivant ce qu'on appelle la quotité disponible spéciale du conjoint survivant. Et cette quotité-là,
on va avoir traditionnellement les trois options. Donc, soit la quotité disponible ordinaire, première option, qui, on l'a vu, dépend du nombre d'enfants. Soit la totalité en usufruit, un peu comme les droits légaux, mais avec quelques petites différences, notamment sur la possibilité pour le conjoint survivant de cantonner son émolument. Et l'option la plus dure pour les enfants, donc la plus favorable pour le conjoint survivant, c'est un quart en pleine propriété de la succession et trois quarts en usufruit. Les enfants n'héritent que de la nue propriété. Je dis souvent, c'est nul, sauf si le client veut ennuyer ses enfants. Mais j'ai encore échangé là encore récemment sur les professionnels de donation entre époux qui disent ouais, la donation entre époux c'est formidable pour protéger le conjoint. Moi je dis que bien souvent le client a la volonté aussi de transmettre et j'explique que transmettre un patrimoine à son conjoint c'est forcément au détriment des enfants. Or bien souvent le client il exprime le souhait, sa priorité c'est la transmission. Et je lui pose la question juste après, mais dites-moi, entre votre conjoint et les enfants, qui préférez-vous? Alors, je vois l'habituel rictus, alors je dis ça avec la plaisanterie, mais voilà, ce que l'on transmet à son conjoint ne profitera peut-être pas à ses enfants, s'il meurt avant d'abord, et puis ils attendent, parce que si le conjoint survivant opte pour un quart, trois quarts en usufruit, les enfants ont la nue propriété. Le corbeau et le renard. Maman, tu meurs quand? Bon. À voir. Alors, il m'arrive bien souvent de faire dénoncer les donations entre époux. Sans disposition, avec une donation entre époux. Et s'il y a une donation au dernier vivant ou une donation entre époux, on n'est pas forcé d'avoir les trois options. Voilà. J'allais être grossier. Et on peut ici faire du sur-mesure sur la donation entre époux. Ça ne peut pas dépasser la quotité disponible spéciale du conjoint survivant, mais vous voyez bien que c'est une hérésie, par exemple, pour le chef d'entreprise, d'avoir fait une donation au dernier vivant, à moins qu'il veut déshériter ses enfants, alors que le conjoint n'a jamais mis les pieds dans l'entreprise. Donc, on va se retrouver à ce que madame, éventuellement, choisisse l'option un quart en pleine propriété, trois quarts en usufruit, alors que j'ai un enfant qui a repris l'entreprise et il voit le dividende prélevé par maman, voire par belle-maman. Waouh! Donc, j'ai vu des situations où, quand le client avait connaissance de ces conséquences-là, eh bien, il est rentré en France, il a déposé le bilan de son entreprise parce qu'il ne voulait pas travailler pour l'ex de son père. Droit du conjoint survivant, combien avec des ascendants sans descendants, sans disposition, avec une donation entre époux? On a vu que les droits légaux du conjoint, donc avec conjoint, on est dans le deuxième ordre, on a une compétition avec les parents du défunt et on applique la règle du quart. Un quart par parent vivant du défunt. Si les deux sont vivants, la moitié. La moitié pour le conjoint. Et avec une donation entre époux, bien le conjoint, qui est d'ailleurs héritier réservataire pour un quart de la succession, il va tout recevoir. Cantonnement de l'émolument du conjoint survivant. De quoi s'agit-il et quelle est la fiscalité? Alors ça peut être très intéressant, c'est souvent intéressant, parce que, en principe, quand on reçoit une succession, elle est indivisible. On ne peut pas accepter partiellement tel bien ou renoncer à tel bien. Non, on reçoit tout. Le cantonnement de l'émolument du conjoint survivant est une exception. C'est que le conjoint survivant, quand il va recueillir ses droits, qui sont compris dans une donation entre époux,
on ne peut pas appliquer le cantonnement sur des droits légaux, qui, je le rappelle, un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit lorsque les enfants sont tous issus du même lit. On ne peut cantonner que dans le cadre d'une donation entre époux. Et à ce moment-là, eh bien, le conjoint survivant peut dire « ça je prends, ça je laisse ». Voilà, il cantonne son émolument. Et s'il laisse, si le conjoint laisse, c'est au profit des héritiers du défunt, notamment, par exemple, ses enfants. Alors, ça peut être une disposition très intéressante dans les familles recomposées. J'ai fait une donation entre époux à mon épouse et j'étais remarié et j'avais des enfants j'ai des enfants d'un premier lit. Je décède. Madame reçoit un patrimoine, pleine propriété, usufruit. Si jamais elle décède, on aura l'application des droits de mutation à titre gratuit entre étrangers, puisque mes enfants ne sont pas les siens. Donc on aurait du 60%. Eh bien ici, c'est intéressant au plan intellectuel. Pourquoi ? Parce que les droits de mutation à titre gratuit seront calculés comme si, moi défunt, mes enfants recevaient directement de moi. Donc en ligne directe descendante. Avec l'abattement de 100 000 et le tarif de 5 jusqu'à 45%. Mais pas 60%. Simplement, cette situation-là est plutôt rare. Je me suis remarié. Alors, quelquefois, ça arrive que l'entente soit bonne et que le conjoint accepte de renoncer à une partie de ses droits au profit de mes enfants. Mais c'est laisser le choix à sa bonne guise, à sa bonne volonté. Moi, je préfère que le client puisse maîtriser et prendre des décisions de son vivant sur ce qu'il veut. Voilà. Et que je ne laisse pas à mon conjoint survivant le choix de cantonner ou pas. Si je sais ce que je veux, eh ben, je prends les dispositions adéquates. Voilà. Donc, lorsque le défunt laisse des enfants ou des parents, une donation entre époux permet d'accroître les droits du conjoint. Et ce conjoint peut décider d'abandonner toute ou partie de ses droits. Et au plan fiscal, voilà, c'est pas je calcule les droits en fonction du conjoint et ensuite le conjoint aux enfants, qui seraient les droits applicables en principe. Bien non. Le conjoint est réputé n'avoir pas reçu les biens qu'il cantonne, donc auxquels il renonce, et ces biens passent aux enfants du défunt en ligne directe descendante. Conjoint survivant, droit temporaire de jouissance gratuite de logement et d'immobilier pendant 12 mois qui suivent le décès. Quelle différence entre le conjoint marié et le pacsé survivant ? La différence, c'est que pour le conjoint, c'est d'ordre public. On ne peut pas l'écarter. Alors que pour le pacsé, on peut le priver de ce droit-là. Alors on me dit souvent, c'est bien, ce droit, c'est peanuts, hein, d'avoir le droit au logement pendant 12 mois qui suivent le décès. On me dit, ça assure la protection du conjoint. Faut pas rigoler, quoi. Enfin, je veux dire, c'est dérisoire. Il y a d'autres moyens pour protéger le conjoint. Irrévocabilité des donations, c'est le principe. Quelles sont les exceptions ? Alors, les donations entre époux avant le 1er janvier 2005 sont toujours révocables. Bon. Les donations faites pendant le mariage qui prennent effet après le décès du conjoint de donateur. Les donations faites par contrat de mariage, notamment la clause alsacienne, ça veut dire que ça vise par exemple les changements de régime. J'opte pour un régime en partie communautaire et je décide d'apporter des biens à cette communauté. La clause alsacienne consiste à dire qu'en cas de divorce, je reprends le bien, s'il existe toujours en nature. Voilà. Autre exception, l'inexécution des charges. J'ai pu
assortir ma donation de charge et je fais constater par le juge que inapplication des charges. Donc là, le juge peut prononcer éventuellement la révocabilité de la donation. L'ingratitude, je proférais des menaces entre mes parents, tout ça, et survenance d'enfants, si c'est précisé dans l'acte. Donc attention. Voilà. Quand je vois, j'invite toujours à faire un arbre généalogique, puis je demande quand les enfants sont en bas âge, est-ce qu'il y a des enfants à venir? Voilà. Et je sais que, attention, en cas de survenance d'enfants, si c'est précisé dans l'acte, eh bien, il y a une révocabilité, éventuellement, des donations antérieures. Donation avec clause d'inaliénabilité. Voilà, une clause d'inaliénabilité doit remplir 3 conditions. Être temporaire, limitée dans le temps. Et le juge, la jurisprudence constante, estime que la durée de vie du donateur, par exemple, est une durée limitée dans le temps. Elle doit répondre à l'intérêt sérieux et légitime. Et c'est le juge qui apprécie au cas par cas l'intérêt sérieux et légitime. Donc, il faut quand même motiver. Et, en principe, lorsque je fais une donation à mes héritiers réservataires, mes enfants, mais attention, la réserve doit être transmise libre de charge. Ils pourront, si j'ai assorti la donation d'une charge, ils pourront, à mon décès, demander au juge à être libérés de la charge. Libéralité graduelle, libéralité résiduelle, quelle différence? Alors, la libéralité graduelle ou résiduelle fait intervenir 4 personnes. On va simplifier, on va dire 3. On a le disposant. On va parler des donations, puisqu'on peut avoir des testaments graduels ou résiduels. Là, on va parler des donations, mais c'est pareil. Je suis le disposant, celui qui a le poignant, et j'ai un premier gratifié, et il y a un deuxième gratifié. Il peut y avoir un deuxième, second gratifié, celui-là, on l'oublie. Je donne un premier gratifié, à charge pour lui, de transmettre au deuxième gratifié que j'ai désigné, que le disposant a désigné. Au plan civil, et après on verra au plan fiscal. Graduel. J'impose au premier gratifié de conserver le bien. Alors, il ne peut pas le vendre, il ne peut pas l'apporter, il doit le garder. Résiduel. J'impose au premier gratifié de transmettre au deuxième gratifié ce qui restera. Le premier gratifié peut tout consommer. S'il ne reste rien, c'est pas grave. C'est une résiduelle. Voilà. Et on a vu que, en principe, la réserve doit être transmise libre de charge. Donc, je peux faire une libéralité, une donation graduelle à un enfant réservataire, mais il pourra demander au juge d'être libéré de la charge à mon décès. Donc, je ne vais pas m'amuser à ça. Si je veux qu'il garde le bien, avec le droit des sociétés, imaginons que je mette des parts dans le bien dans une société civile ou société commerciale, peu importe. Je vais mettre des clauses d'inaliénabilité dans les statuts, des clauses d'agrément. Et vous voyez bien que mon premier gratifié, même si c'est une libéralité résiduelle, en principe, il peut le vendre, mais dans les faits, il ne pourra pas parce que les statuts ne lui permettent pas. Donc vous voyez, avec des sociétés, je transforme une donation graduelle plutôt en une donation résiduelle.
Enfin, plutôt l'inverse. Une donation résiduelle, mais alors qu'il ne peut pas la vendre. Donc, graduel, premier gratifié doit conserver et transmettre. Résiduel, il reçoit le premier gratifié, mais il peut tout croquer. Il transmettra à son décès ce qui restera. Et au plan fiscal, c'est très intéressant. J'y reviendrai. Donation conjointe d'un bien commun à un enfant d'un premier lit, monsieur et madame mariés en communauté sans enfant commun, donne un bien de la communauté à l'enfant du premier lit de monsieur. Quels sont les droits de mutation à titre gratuit? Alors, si les époux donnent conjointement, on a la moitié en ligne directe, avec un abattement de 100 000, et la moitié entre non-parents, à 60%, sans abattement de 100 000 euros. Si monsieur donne seul, et madame ne fait que donner son accord, son consentement, puisqu'il s'agit d'une donation d'un bien commun, les deux époux doivent consentir, bien on a un abattement en ligne directe, plus l'abattement, on a l'abattement de 100 000, plus une tarification en ligne directe de 5 à 45%, c'est fiscalement plus intéressant. Donation avec un droit de retour. Monsieur donne une résidence à sa fille avec un droit de retour, la fille décède, le bien me revient et je redonne la résidence à mon fils. Quel est le total des droits de mutation à titre gratuit? Donc, lorsque j'ai donné à ma fille, il y a eu les droits de mutation à titre gratuit en ligne directe. Et lors de la deuxième transmission, fille, monsieur, ça me revient, il n'y a pas de droit de mutation à titre gratuit. Ou plutôt, les droits ne sont pas restitués si la condition se réalise. Et troisième mutation, moi, je redonne à mon fils, bien, en principe, les droits payés lors de la première transmission sont restitués. Donation graduelle et droit de mutation à titre gratuit. Donc oui, je fais une donation graduelle d'une résidence à ma fille, à charge de transmettre à son frère. C'est pareil, donation graduelle ou résiduelle. Donc ici, j'aurais plutôt dit une résiduelle, sachant que l'enfant est héritier réservataire. Sa sœur décède et il reçoit la résidence. Quel est le total des droits de mutation à titre gratuit? Donc, très intéressant, puisque je donne à ma fille. On calcule les droits de mutation avec l'abattement de 100 000 euros. Ma fille décède, le bien passe à son frère. En principe, on devrait appliquer les droits de mutation entre frères et sœurs. Pas du tout. Le frère est réputé avoir reçu directement le bien de moi, même si je suis décédé. Donc en ligne directe descendante. Et les droits sont calculés en ligne directe et non pas en ligne collatérale. Mais en plus de cela, les droits payés lors de la première transmission en faveur de ma fille sont déduits des droits calculés en ligne directe entre moi et mon fils, puisqu'il est réputé avoir reçu directement. Donc, si la fiscalité n'a pas bougé, si la valeur du bien n'a pas progressé entre la première et la seconde transmission, en fait, il n'y a qu'un paiement de droit de mutation à titre gratuit lors de la première transmission, au lieu de deux. Donc, user, abuser, utiliser des libéralités résiduelles ou graduelles dans les donations. Donation partage, les avantages de la donation partage par rapport à une donation simple.
Ça, c'est dans tous les masters en gestion de patrimoine. Donation, partage. Et je vous rajoute, donation, partage, c'est obligatoirement notarié. Les avantages d'une donation partage sont de deux ordres. Mais on va voir que inconvénient. 1. Pour le calcul de la réserve, vous vous souvenez, on fait ce qu'on appelle la réunion fictive des libéralités. On prend bien existant au décès et on additionne toutes les donations, en partant de la plus ancienne et en finissant par la plus récente. Et pour ce calcul de la masse, de calcul de la réserve, si c'est une donation partage, on prend la valeur du bien au jour de la donation. S'il ne s'agit pas d'une donation partage, on prend la valeur du bien au moment du décès, au moment de la succession. Donc, si j'ai reçu un bien 100 et qu'au moment de la succession du décès de mes parents, il vaut 500, je suis réputé avoir reçu 500. Donc, réputé avoir reçu 500, sauf si je prouve que la valeur, la plus-value est de mon fait. Si j'arrive à prouver que la plus-value est de mon fait, on va défalquer cette valeur de plus-value. On ne va pas en tenir compte. Si toute la plus-value est de mon fait, et non pas, elle n'est pas fortuite, pas le fait du hasard, eh bien à ce moment-là, si j'ai reçu 100, eh bien ça va être calculé 100 pour la réunion fictive des libéralités. Mais le plus souvent, la preuve est très difficile. Puis si j'ai reçu un immeuble, qu'est-ce que vous voulez dire que c'est moi qui suis responsable de la plus-value? Donc c'est impossible. Donc la donation partage fige la valeur. Ce qui fait que la masse de calcul de la réserve risque fort d'être inférieure à celui qu'on aurait obtenu si les donations n'étaient pas partage. Si on retient la valeur du décès, en principe, à moins de moins-value, et la valeur du décès peut être supérieure à la valeur au jour de la donation. Voilà. Donc, en faisant ça, en réduisant la masse de calcul, on va réduire le risque de réduction. On réduit le risque de réduction. On n'écarte pas le risque de réduction. On le réduit. Le deuxième avantage d'une donation partage, c'est qu'une donation partage n'est pas rapportable à la succession. Alors, je rappelle que le rapport, c'est pour s'assurer d'une égalité entre les héritiers. Je vais prendre un exemple. J'ai reçu un bien 100. Au moment du partage de la succession, il vaut 400. J'ai un frère, une sœur, j'ai une sœur, et bien à ce moment-là, qui n'a rien reçu. Donc, je mets au pot 400. Et sur ces 400, ma sœur a droit à 200. Puisque le rapport veut tenir compte d'une certaine égalité, d'une égalité entre les héritiers. Voilà. Alors qu'une donation partage n'est pas rapportable. Donc, il n'y a pas la question. Mais pour moi, tout ceci, ce sont deux inconvénients. Les donations partage se retournent en inconvénients. Ça dépend d'où on se place. Imaginons d'ailleurs que mes parents ont fait une donation partage 100 et 100 à ma sœur. Moi, j'ai reçu des bois et forêts qui ont été enlevés par une tempête et ça vaut 100. Alors que ma sœur a reçu un immeuble 100 qui vaut 1000 au moment du décès. Une donation partage est réputée dire, bah non, vous avez reçu la même chose, le terrain 100 et l'immeuble 100. Vous trouvez ça juste? Pour celui qui a reçu les forêts qui valent toujours 100, peut-être qu'il va regarder sa sœur d'un mauvais œil quand il va savoir que, en fait, la valeur du bien vaut 1000, non? Donc, je ne sais pas. C'est pour ça que j'interroge le client. Bien souvent, il me dit « je veux l'égalité entre mes enfants ». Alors, on verra comment
l'égalité, quand je creuse véritablement, en fait, la plupart du temps, c'est inexact. Et souvent, je pose, est-ce que vous recherchez l'égalité ou l'équité? Pas pareil, hein, j'y reviendrai. Donc, premier avantage d'une donation-partage n'est pas rapportable à la succession. Moi, je préfère des donations simples et je maintiens le rapport. Pourquoi? Parce que dans une donation simple, je peux exiger le rapport, je peux l'écarter. Mais chez moi, j'exige le rapport et si l'enfant est gentil avec moi, eh bien je lève le rapport. Je ne peux pas faire l'inverse. Je ne peux pas lever le rapport et ensuite l'imposer, alors qu'une donation-partage n'est pas rapportable. Je reprends l'exemple avec ma sœur qui a reçu l'immeuble qui vaut beaucoup plus que mes terres agricoles, mes forêts. Et à un moment donné, je dis, écoutez les enfants, venez voir, j'ai un service à vous demander, c'est que je voudrais que vous vous entendiez au moment de ma succession. Bon, oui, donc la fille déjà, elle a son immeuble qui vaut 500 et moi mes terres qui ont fait de la moins-value, on va dire, qui sont restées 100. Et peut-être que ma sœur ne va pas vouloir, éventuellement, quoi que ce soit, rendre ou voir un équilibre. Bien, voilà. Ce que je propose très souvent aux clients, c'est que vous allez réunir vos enfants quand ils sont majeurs et vous allez leur demander qu'ils renoncent par anticipation à l'action en réduction pour atteinte à la réserve. Et s'il y a un enfant qui ne veut pas signer, normalement c'est signer sans contrepartie. Donc je ne vais pas écrire dans l'acte si tu renonces. Donc, comment ça? Tu ne veux pas renoncer à l'action en réduction? Non, je ne veux pas. Bon, eh bien écoute, ton immeuble, je te signale qu'il est rapportable. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Va voir ton avocat, il va t'expliquer ce que c'est. Et bien souvent, je n'ai pas rencontré le cas souvent, mais disons qu'on tord un peu le bras, on va dire ça comme ça, pour que tous les enfants s'accordent à signer la renonciation anticipée à l'action-réduction. Et on l'a vu, pour moi, je ne vois pas d'autre solution pour pacifier la succession. Parce que l'argent est destructeur de l'harmonie familiale. Voilà. Donation-partage. Qui peut bénéficier d'une donation-partage? Qu'est-ce qu'une donation-partage conjonctive? Alors, tous les descendants, quels que soient les degrés, peuvent participer à une donation-partage. Les enfants non communs aux deux époux donateurs, famille recomposée, tous les héritiers présomptifs du disposant jusqu'au 6e degré et par exception aussi les étrangers, mais uniquement pour la transmission d'entreprise. Pensez par exemple de proposer un pacte du travail à des salariés, à des cadres dirigeants, pour qu'ils puissent éventuellement avoir les fonds nécessaires pour racheter l'entreprise. Un sacré cadeau, hein. La donation-partage conjonctive, c'est une donation faite par les deux époux et avec des enfants communs et non communs. Il faut impérativement des enfants communs. On ne peut pas faire de donation conjonctive lorsqu'il n'y a pas d'enfants communs. Et donc, on va calculer la part qui revient aux enfants non communs, les enfants issus de monsieur, les enfants issus de madame. Ils vont pouvoir participer quelque part au bien commun, en partie. Voilà. Et au plan fiscal, bien, on va avoir une tarification en ligne directe. Et non pas la moitié qui est réputée recevoir par le non-parent, en fait, à 60%. Non. Donc, on fera intervenir dans l'acte pour donner son consentement à la donation, mais le donataire sera taxé en ligne directe. Présent d'usage. Présent d'usage, ce n'est pas une donation, c'est un présent d'usage qui doit remplir 2 conditions pour être qualifié de présent d'usage. Voilà. Et est-ce qu'un présent d'usage est rapportable à la succession? Donc, pour avoir une qualification de présent d'usage, il faut 2 conditions.
un véritable usage, un anniversaire, une fête, la réussite à un examen, ce que vous voulez. Mais il faut un événement particulier. Deuxième condition, il faut que le montant soit modique par rapport au patrimoine de celui qui a consenti au présent d'usage. Et là, c'est le pouvoir souverain du juge. Donc on me dit, ah, combien, 20%? Non, c'est le pouvoir souverain du juge. Donc, c'est le bon sens. Voilà. Puis, ça dépend aussi des habitudes du disposant. Est-ce qu'il avait pour habitude de faire des présents d'usage? Et le présent d'usage n'est pas une donation. Il n'est pas imposable au droit de mutation à titre gratuit et il n'est pas rapportable à la succession, sauf volonté contraire du disposant. La réduction des libéralités, de quoi s'agit-il? Donc on a vu que, attention aux héritiers réservataires, chacun doit recevoir sa réserve héréditaire, qui dépend du nombre d'enfants. Un enfant, la moitié. 2 enfants, 1/3 chacun. 3 enfants, un quart chacun. Pas un quart chacun, mais la quantité disponible ordinaire avec 3 enfants et plus est de 1/4. Et la réserve est pour le solde et on divise par le nombre d'enfants. On part de la quantité disponible pour aboutir à la réserve. Donc, on fait ce qu'on appelle la réunion fictive des libéralités pour calculer la masse de réserve. Donc, bien existant au décès, plus réunion fictive de toutes les libéralités connues, en partant de la plus ancienne et en finissant par la plus récente. Si c'est une donation en partage, on fait la réunion fictive à leur jour de la donation. Si c'est une donation simple, donation de droit commun, on prend la valeur au jour du décès. Et il n'y a pas d'autre solution. C'est tout. Voilà. Pour une donation partage, d'ailleurs, le disposant, le donateur, peut dire qu'on fige la valeur au moment de la donation, mais il peut choisir une autre valeur. Et une fois qu'on a fait le total, après on regarde, est-ce que la donation s'impute sur la réserve ou sur la quantité disponible ordinaire? Souvenez-vous. Une donation sans précision s'impute en principe sur la réserve héréditaire, il ne s'agit que d'une avance sur la succession. Sauf clause contraire. Elle peut s'imputer sur la quantité disponible, ordinaire. Donc, on va imputer les libéralités sur la quantité disponible et sur la réserve. Si c'est une donation qui a été faite sur la quantité disponible à un enfant, il recevra en plus sa réserve. Et après, on regarde, est-ce que chacun reçoit sa réserve héréditaire? Si ça empiète sur la réserve d'un enfant, eh bien à ce moment-là, on va avoir une réduction de la libéralité. Celui dont on réduit les libéralités va être redevable d'une indemnité de réduction pour atteinte à la réserve. Voilà. Donc, réduction de libéralité, 1. Réunion fictive, bien existant au décès, réunion fictive de libéralité, imputation sur la réserve ou sur la quantité disponible, et on regarde, est-ce que chacun reçoit sa réserve? Et après, on aura le rapport au moment du partage de la succession. Ça se calcule au moment du décès. Le rapport civil des donations, de quoi s'agit-il? Donc, le législateur, quand il a introduit le rapport dans le Code civil, c'est pour s'assurer de respecter l'égalité entre les héritiers. Et souvent, le client, il ne sait pas ça. Et d'ailleurs, même les professionnels confondent réduction et rapport. Même dans les liquidations de succession, ça arrive. Donc, est-ce que, c'est une question de philosophie, est-ce que le client, le donateur, était-il informé des règles du rapport? Et on me dit, ah ben non, une donation partage, c'est simple, comme ça, il n'y a pas de rapport. Oui, ça simplifie, mais c'est parce que c'est simple que c'est intelligent. Voilà. Quelquefois, quand on veut faire des choses intelligentes,
il faut passer par la complexité. Ah, mais bon, ça demande des efforts. Enfin bref. Donc, moi, je préfère des donations rapportables et je lève le rapport. Une donation partage n'est pas rapportable. On ne peut jamais imposer le rapport à une donation partage. Et comme j'ai tendance à privilégier, à inciter les donations le plus tôt possible, y compris lorsque les enfants sont mineurs, oui, bon, il ne faut pas l'accord du juge, non, merci, blablabla. Bla bla. Donc, voilà. Donc, le rapport civil, c'est j'ai reçu un bien 100, il vaut 500 au moment du partage de la succession, je dois rapporter 500. Sauf si le donateur a pu écarter le rapport ou prendre une valeur de rapport différente. Le donateur a pu très bien décider de prendre un rapport, par exemple, à la valeur au jour de la donation. J'ai reçu 100 et je devrais rapporter 100. Si telle est la volonté du donateur. Mais bien souvent, quand on veut donner, c'est pour privilégier, souvent, aider quelqu'un. Et non pas pour le punir. Enfin bref. Donc voilà. Et éventuellement, je devrais, si je rapporte 500, voilà, et que l'enfant n'a rien reçu, il dit moi je veux 250, mon frère ou ma soeur, bien je vais devoir une indemnité de réduction. Alors on a vu que je peux, pour éviter l'indemnité de rapport, pardonnez-moi, l'indemnité de rapport, eh bien, je peux renoncer à la succession pour éviter l'indemnité de rapport, sauf si le donataire, dans l'acte de donation, avait exigé le rapport. 845 du Code civil. Il ne faut pas en parler de celui-là. Enfin, il ne faut pas en parler. Puis en plus, enfin bref. Donc, voilà. Wow. Et je peux toujours écarter le rapport a posteriori. Voilà. Et vous avez vu que pour moi, le rapport, c'est une arme de négociation. Je ne sais pas, comme j'ai donné quand mes enfants étaient mineurs, je ne sais pas comment peuvent évoluer les relations. Je peux m'entendre avec certains de mes enfants, pas avec d'autres. Je peux lever le rapport pour les enfants avec lesquels je m'entends bien. Je peux lever le par testament, par exemple. Et puis maintenir le rapport pour les enfants. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas de jugement. Hein. Je fais ce que le client y souhaite, en fait. Mais simplement, le plus souvent, il n'est pas informé. Mais je n'ai pas de jugement. Je dis, ça, c'est pas bien. Ah, la réserve héréditaire, c'est pas bien. Il faut la respecter. En Angleterre, ils peuvent tout donner aux poissons rouges. Donc, la réserve héréditaire française, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Mais ça, c'est une question de couleur, hein, de goût. Bon. Renoncer à l'action en réduction. Oui. Donc voilà, on ne peut pas porter atteinte à la réserve d'un héritier, mais il peut renoncer à l'action en réduction pour atteinte à sa réserve. Il peut le faire par anticipation. La renonciation anticipée à l'action en réduction. La rare. Bon. Et au plan fiscal, c'est très intéressant, un peu comme les libéralités résiduelles ou graduelles. J'ai le disposant, j'ai le renonçant à l'action en réduction, par exemple, au profit du bénéficiaire. Je peux renoncer à l'action en réduction au profit, par exemple, de la chérie de mon défunt père pour qu'elle puisse habiter la résidence principale. Bon, ça c'est l'entente cordiale, hein. Pourquoi pas. Et donc, si je renonce au profit du bénéficiaire, il n'y aura pas la taxation entre le défunt, le disposant, et le renonçant à l'action en réduction. Et ensuite, entre le renonçant et le bénéficiaire, il y aura toujours ici une taxation directe disposant-bénéficiaire. Testament authentique. Dans quelle situation s'impose-t-il et quand se recommande-t-il? Alors, le testament authentique, acte notarié, s'impose lorsque le testateur ne peut pas écrire lui-même ou, on l'a vu, veut retirer à son conjoint les droits viagers d'habitation et d'usage d'immobilier.
ou alors il désire reconnaître un enfant naturel par testament. Et voici les situations dans lesquelles le testament notarié se recommande. Éventuellement pour écarter les risques de perte, de contestation, bref, pas forcément, mais de perte notamment. Et en l'absence d'héritier réservataire, pour éviter au légataire universel de devoir obtenir l'envoi en possession auprès du tribunal de grande instance. Je passe. Le mandat conventionnel à effet posthume, de quoi s'agit-il? Quelles en sont les limites? Alors, il y a beaucoup de professionnels qui recommandent le mandat conventionnel à effet posthume. Alors, vous avez un dossier régulièrement mis à jour sur le site, un de mes sites, gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Vous avez une rubrique dossier, vous avez à peu près 200 ou 300 dossiers à libre disposition. Et voilà, et je critique les mandats conventionnels à effet posthume, notamment les mandats post-mortem, tout ça. Alors, le futur défunt peut désigner de son vivant un mandataire pour administrer ou gérer toute partie de sa succession jusqu'à sa liquidation. Les héritiers sont propriétaires. Tout de suite à mon décès, ils deviennent propriétaires, mais ils sont dépossédés du pouvoir de gestion. Mais voilà, donc j'ai pu confier, par exemple, pour la gestion de l'entreprise, ou parce que mes enfants sont mineurs, donc j'ai désigné un mandataire. Mais voilà, le problème, c'est que c'est une mesure très fragile. Et moi, quand j'ai une mesure très fragile, j'en informe le client. Parce que il y a c'est très souvent proposé, mais on va voir que dans la plupart des situations, ça peut sauter tout ça. Donc c'est une mesure qui n'en est pas une trompeuse. 1. Le mandat doit être justifié par d'intérêt sérieux et légitime et être précisément motivé, à la libre appréciation du juge. Durée limitée à 2 voire 5 ans. Wow. Et c'est encore le juge qui décide. Moi, laisser tant de pouvoir à une personne tierce, en l'occurrence le juge, sur des critères subjectifs, est-ce que c'est source de conflit ou d'harmonie? Je ne sais pas. Et surtout que les pouvoirs du mandataire sont très restreints. Il ne peut en aucun cas accomplir les actes de disposition. Les actes importants, vente, apport, tout ça, non. Donc pour une entreprise, ne pas pouvoir faire des actes de disposition, acquisition de titres, uniquement je peux gérer la comptabilité, tenir la comptabilité et gérer la comptabilité. On dit bien que l'entreprise elle meurt, non? Voilà. Et les héritiers qui sont en possession des biens, mais ils ont perdu le pouvoir, vous ne pouvez pas leur empêcher de vendre le bien. Donc à quoi ça sert? L'héritier se dit je vends mon bien, on ne peut pas s'y opposer. Donc, le mandat conventionnel à effet posthume, il tombe à l'eau. Donc, à quoi ça sert? Quelles sont les différentes solutions pour assouplir les règles de la réserve héréditaire? Alors, là, je veux soit favoriser ma chérie ou favoriser un enfant par rapport à d'autres. Donc, favoriser ma chérie, par exemple, c'est pas la peine, je peux me marier, évidemment, mais je dis souvent, le mariage, c'est une question de philosophie, c'est pas une question de patrimoine ou d'argent. Bon. Mais sinon, je me marie, je fais des libéralités entre époux, une donation entre époux par exemple, je fais un contrat de mariage avec des avantages matrimoniaux dans lequel, à mon décès, tous les biens communs passent au conjoint survivant. Ça, c'est radical. Les enfants n'hériteront qu'au second décès. Et si je fais ça avant d'avoir des enfants, et j'ai des enfants de plusieurs lits, j'en ai déshérité toute une branche. Bref, le casier usufruit, des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier peut s'en servir librement. Le nu propriétaire, il n'a qu'un droit,
c'est de se taire. La société civile, je mets ma chérie, ça je ne veux pas me marier, elle ne veut pas se marier, bref, je lui accorde une part de préférence de ma société civile, je fais un commodat sur la résidence principale, un prêt gratuit, et voilà, et je nomme ma chérie gérante successive avec les pleins pouvoirs. Je suis très attentif à la rédaction de job social, et voilà. Je répète toujours qu'il n'y a pas de nécessité de transmettre un patrimoine pour protéger une personne. À partir du moment où on a la jouissance à vie, pourquoi posséder? Sauf si je veux mourir riche. La tontine également, il faut deux conditions. Enfin, il faut une condition d'équilibre entre les âges des tontiniers ou le patrimoine des deux. Alors si monsieur est vieux et très riche, ça ne marche pas. Pour qu'il y ait un équilibre, il faudrait que monsieur soit très jeune et pas riche. Donc vous voyez les genres de situations familiales. Pour que le juge ne requalifie pas la tontine en donation. Le prêt à usage, le commodat, le prêt à titre gratuit, dès lors qu'il a durée limitée, les héritiers, même si je décède, les héritiers sont tenus à respecter le prêt gratuit. Le legs universel, la personne reçoit toute la succession, mais à charge de verser une indemnité aux héritiers réservataires. La société civile, ou la SAS aussi, avec des parts de préférence ou des actions de préférence, et l'acquisition par une société à capital faible qui emprunte avec une garantie d'essai. Donc ça, je vous invite à plutôt voir les formations en société civile. Et si je veux favoriser un enfant au détriment des autres, j'ai l'assurance vie, qui ne fait pas partie de la succession, le prêt à usage, l'adoption de l'enfant du conjoint, je vais réduire la part des enfants réservataires, le legs universel, la libéralité, l'imputation sur la réserve ou pour les autres que je veux favoriser sur la quotité disponible ordinaire. Voilà, et là encore, je peux très bien mettre des préférences, des parts ou des actions de préférence à l'enfant que je veux favoriser. Parce que la réserve, elle va s'apprécier en patrimoine. Alors, il ne faut pas que j'attribue des préférences à l'enfant que je veux défavoriser, mais s'il a des actions ou des parts ordinaires et que les autres ont des préférences, forcément, il est défavorisé par rapport aux autres.